Bonjour, bonjour, je m'appelle Didier Nakache et je vous présente une conférence sur les grands savants, des grands scientifiques, à mon sens injustement connus. Alors je vais vous parler de quelques noms qui peut-être vont évoquer des choses pour vous, Eratosthène, Ramanujan, Grigori Perelman, John Forbes Nash, Évariste Galois, Alan Turing ou Gauss. Commençons par Ératosthène. Alors Ératosthène, c'est à peu près 300 ans avant, 250 ans avant Jésus-Christ. Cet homme-là était un érudit qui était directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, il était astronome, il était géographe, philosophe, mathématicien, enfin, il avait beaucoup de casquettes. En mathématiques, il a créé ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène, qui est une méthode toute simple pour déterminer les nombres premiers. En astronomie, il a démontré l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur, et il ne s'est pas trompé de beaucoup, il avait calculé 23,51 au lieu de 23,26. En histoire également, il avait fait des recherches et fait une chronologie historique. En géographie, en géométrie, il a fait des cartes de planètes, les vents, les continents, les zones climatiques, enfin voilà. Vraiment un érudit assez complet qui a fait beaucoup de recherches pour son époque. Si je vous parle d'Ératosthène, c'est parce que un jour, il a fait un calcul mathématique à partir d'une phrase qu'on lui a dite. Un jour, il y a un ami qui lui dit, écoute, un jour dans l'année, dans tel village, eh bien, au moment où le soleil est le plus haut à l'horizon, à ce moment-là, on voit le fond d'un puits et on voit l'eau qui est tout au fond. Mais uniquement à ce moment-là. Vous et moi, ça ne nous alerte pas. Mais lui, ça l'a inspiré. Il s'est dit, tiens, il se dit, certains pensent que la Terre pourrait être ronde. Pourrait, hein, on est vraiment en plein doute. Certains disent que la Terre pourrait être ronde, et donc à partir de cette information, il va calculer, et s'est dit, je vais calculer la circonférence de la Terre au cas où elle le serait. Et pour faire ça, il utilise un truc qui est tout simple, qui s'apprend, je crois, en quatrième, c'est ce qu'on appelle les angles alternes internes, donc on trouve la démonstration facilement sur Internet. Et il lui faut juste qu'un ami mesure la hauteur d'un bâton, la hauteur de l'ombre portée par un bâton planté dans le sol. Certains disent, là aussi sur la légende, soit c'est un bâton, d'autres disent c'était le phare d'Alexandrie. Peu importe, donc il fait procéder aux mesures au moment où le soleil est au zénith, au point le plus haut de l'année. Il mesure l'ombre portée par le bâton, il pose son système en équation. Il lui manque plus qu'une seule donnée, qui est quelle est la distance entre le bâton et le puits. Et ben pour faire ça, il utilise une technique de l'époque que je trouve amusante, c'est le chameau. Pourquoi le chameau? Parce que le chameau est l'animal qui a des pas avec une extrême régularité. C'est qu'un chameau, lorsqu'il marche, ses pas font toujours la même distance. Et ça, on le savait déjà dès ces époques-là. Et donc, avec un bâton et un chameau, simplement sur une simple observation, il a mesuré la circonférence de la Terre. Il s'est trompé de 500 km seulement. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire parce que je la trouve assez extraordinaire. D'imaginer qu'un grand savant, 250 ans avant Jésus-Christ, a mesuré la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau. La deuxième personne, c'est Ramanujan. Ramanujan, c'est cet homme-là, c'est un brahmane, un indien, qui est issu d'une famille des plus modestes. Il y a les systèmes de caste. Il est mort malheureusement très jeune. Et Ramanujan tombe un jour par hasard sur un livre de recueil de formules mathématiques. Alors c'est juste un livre de formules, il n'y a aucune démonstration, il n'y a rien dans ce livre. C'est juste pour réviser, pour permettre aux étudiants de passer les concours des grandes écoles de l'époque. Alors Ramanujan tombe sur ce livre et
Et il est littéralement fasciné, il laisse tomber toutes les autres matières et commence à s'amuser, c'est vraiment le terme, à faire des mathématiques avec une craie et une ardoise. Famille pauvre, hein, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de calculatrice, il n'y avait rien. Et il se fascine pour les suites logiques, par exemple les fractions infinies, 1 sur 1 plus 1 sur, etc., ou racine de 3 plus racine de 3, etc., avec des racines imbriquées, et ainsi de suite. Et il se fascine pour le nombre d'or, pour pi, pour e, pour finalement tous les nombres un petit peu particuliers. Il finit par écrire un courrier au plus grand mathématicien au monde de ce moment-là, qui était un Anglais, qui s'appelait Godfrey Harold Hardy. Et il écrit à Hardy en lui disant, écoutez, voilà, j'ai fait des formules pour estimer pi. Si je suis très pauvre, et si vous pensez qu'il y a quelque chose de valeur dans mes théorèmes, j'aimerais vraiment être publié. Et Hardy est un peu surpris par les résultats et dit, ça doit être vrai parce que personne n'aurait eu assez d'imagination pour les inventer. Et il fait venir Ramanujan à Cambridge, en Angleterre. Ramanujan débarque en Angleterre, pieds nus, directement du bateau. Alors, une des formules, par exemple, de pi que Ramanujan avait mis dans son courrier à Hardy, c'était que pi est à peu près égal à 9 cinquièmes plus racine de 9 cinquièmes. Et là, déjà, on tombe sur une formule qui donne 3,14, 164, donc qui est plutôt pas mal, puisqu'on a déjà quelques premières décimales de pi. Un peu plus tard, Ramanujan invente cette formule. Alors, Ramanujan jouait avec les chiffres, hein, il sentait les mathématiques, il s'amusait avec les mathématiques, comme on devrait tous le faire d'ailleurs. Hein. Et avec cette deuxième formule, il donne pi sur 18 décimales. Un peu plus tard, il a donné, même beaucoup plus tard, il a donné cette autre formule qui est assez extraordinaire, puisque la voici ici. Cette formule a donné les 17 millions, un peu plus de 17 millions de premières décimales de pi, qui était un record. Alors on a retrouvé après la mort de Ramanujan 3 carnets, puis un 4e d'ailleurs, sur lesquels il avait noté tout un tas de formules, à peu près 1200 formules. On a démontré beaucoup d'entre elles comme étant vraies. Il y en a énormément sur lesquels on travaille encore parce qu'on ne comprend pas. On n'en est pas là. Et il n'y en a que très très peu qui ont été démontrés comme étant non vrais et fausses. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, Ramanujan n'avait aucun ordinateur, n'avait rien. Et il est mort d'ailleurs très tôt, hein, il est mort à 32 ans. Voilà, Ramanujan s'est amusé, il avait presque trouvé une relation entre e, pi et un nombre fini. Voilà. Et il s'amusait vraiment avec les mathématiques. Voilà. Ramanujan était un jour à l'hôpital et son ami Hardy vient le voir et lui dit « Oh, j'ai pris un taxi, il avait un numéro quelconque, c'était 1729. » Et Ramanujan lui dit « Non, non, c'est pas un numéro quelconque, c'est le premier nombre qu'on peut exprimer comme étant la somme de deux cubes de deux manières différentes. » Il dit en effet, 1729 c'est 12 au cube plus 1 au cube, mais c'est aussi 10 au cube plus 9 au cube. Et depuis, on appelle ces nombres-là les nombres taxicab. Alors ça avait été trouvé avant, hein, en 1600, mais on pense que Ramanujan n'était absolument pas au courant de cette découverte. Voilà un carré magique qui a été fait par Ramanujan. Alors vous connaissez tous le carré magique. L'idée d'un carré magique, c'est que la somme de chaque ligne est égale à 139, la somme de chaque colonne vaut 139 et la somme de chaque diagonale vaut 139. Sauf que quand on s'appelle Ramanujan et qu'on adore jouer avec les chiffres, on s'amuse. Voilà, la somme des 4 chiffres en jaune fait 139, les 4 chiffres en vert fait 139, les 4 chiffres en bleu fait 139 et les 4 chiffres en rose fait 139. Même chose ici, les 4 chiffres en bleu, en vert, en rose font tous 139. Même chose ici. Et enfin, même chose ici. Vous voyez, quand on voit ça, on voit et on comprend à quel point Ramanujan aimait s'amuser avec les nombres, aimait les tricoter, détricoter les chiffres. Enfin, Ramanujan était né le 22 décembre 1887, et regardez maintenant la première ligne, il a juste décliné tout ça à partir de sa date de naissance. Voilà,
Ramanujan s'amusait avec les chiffres. Le suivant, c'est Alan Turing. Alors Alan Turing, c'est un homme assez prestigieux qui est à l'origine de tout un tas de découvertes. C'est lui qui a inventé le concept des premiers ordinateurs. C'est lui qui a décodé le système de chiffrement des Allemands pendant la guerre mondiale. On lui doit énormément de vies sauvées à travers le système Enigma. C'est lui qui est à l'origine des premiers travaux sur l'intelligence artificielle. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui était complètement hors norme également. Il y a une légende qui dit que alors Alan Turing est mort était homosexuel et il a été soumis à des traitements chimiques parce qu'on pensait le guérir de son homosexualité à coups de molécules chimiques. Ça l'a complètement démoli, il a fini par se suicider et on pense que étant un grand fan de Blanche-Neige, il a pris une pomme, il a mis du cyanure dedans, il a croqué la pomme pour mourir comme Blanche-Neige. Certains pensent que le logo d'Apple venait de là, puisque dans le logo d'Apple, on a la pomme croquée, dans les anciens logos, on avait la couleur arc-en-ciel qui rappelle un peu la communauté homosexuelle. En réalité, non, c'est une légende urbaine, même si Apple a essayé de jouer un petit peu avec ça en disant oui, non, etc. En réalité, non, celui qui a créé le logo d'Apple, ça n'a rien à voir. Il a dit très bêtement, il a dit, mais ça tue un peu la légende. Il a dit, ben non, j'étais payé comme graphiste pour inventer un logo pour Apple. Et très bêtement, je mangeais une pomme, j'ai croqué ma pomme, je l'ai posée, et en voyant la pomme croquée, je me suis dit, tiens, ça ferait un beau logo. Donc ça n'a rien à voir, c'est une légende urbaine. Toujours est-il que Alan Turing a été réhabilité par la reine d'Angleterre il y a quelques années. Mais c'est un homme qui était vraiment complètement en avance sur son temps, quoi, qui était extraordinaire. Le suivant est Évariste Galois, c'est un peu plus ancien, 1811-1832. Évariste Galois, c'est ce jeune homme. C'était un homme qui est issu d'une famille aisée, qui commence ses études tardivement avec un précepteur. Et puis il décide de faire un doctorat, de faire des mathématiques, et dans le même temps il tombe amoureux d'une jeune femme qui malheureusement pour lui était promise à un autre. Et à cette époque-là, vous savez comment les choses se réglaient, hein, ça se réglait en duel. Et Évariste Galois était un intellectuel plus qu'un homme habile en armes ou en guerre. Il a provoqué en duel son adversaire. Et malheureusement, il a perdu, il a agonisé toute la nuit, il s'est pris une balle et finalement, il a fini par mourir au petit matin. En rangeant ses affaires, son directeur de thèse tombe sur ses travaux et trouve des choses absolument extraordinaires qui sont complètement utilisées de nos jours. C'est tout ce qui est treillis de Galois, c'est extrêmement complexe et on ne peut que regretter que cet homme-là ait provoqué un duel. Parce que s'il était allé au bout de sa thèse, on se demande bien jusqu'où il aurait pu aller, quoi. Le suivant est un de mes héros, c'est Grigory Perelman. Alors Grigory Perelman, c'est un personnage qui est complètement atypique, qui a publié des travaux sur Archive, un article de 39 pages en rapport avec Poincaré. Alors, je vais vous expliquer. Un siècle avant, Henri Poincaré, un grand mathématicien français, qui était d'ailleurs le cousin germain de Raymond Poincaré, qui a fait de la politique, Henri Poincaré pense à une formule mathématique et il dit « Tiens, j'ai l'impression que ça marche, et je crois même que ça marche dans tous les cas de figure. » C'est ce qu'on appelle une conjecture, c'est qu'il pose un truc en disant « ça marche », mais sans le démontrer. Et donc, pendant des années, tout le monde a cherché à démontrer la conjecture de Poincaré, ou au moins à trouver un exemple qui montre que ça ne marche pas. Tous les meilleurs mathématiciens du monde se sont penchés là-dessus, personne n'y est arrivé. Et en 2002, Grigory Perelman, qui était un brillant mathématicien, connu mais un petit peu marginal, se met en retrait de toute recherche, par 6 mois, sans donner aucun signe ni aucune nouvelle à personne. Et au bout de 6 mois, il dépose sur un réseau social, sur la base Archive, un petit livret de 39 pages en disant « Je crois que je viens de démontrer la conjecture de Poincaré ». C'est-à-dire le truc que tout le monde cherchait depuis plus de 100 ans. Et au passage,
J'ai aussi démontré d'autres trucs. J'ai aussi démontré la conjecture de bidule et les travaux de machin, etc. Enfin, un truc extraordinaire. Il y a une commission qui se réunit, internationale, qui examine ces résultats. Il leur faut 6 mois pour comprendre le raisonnement de Perelman. 4 ans de vérification. Et au bout de 4 ans, on lui dit bravo. Bravo, vous avez résolu la conjecture, vous avez démontré la conjecture de Poincaré, félicitations, on va vous donner les titres, les médailles les plus prestigieux, on va vous donner la médaille Fields, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel, on va vous donner le prix de 1 million de dollars, parce qu'il y avait un prix de 1 million de dollars pour qui peut démontrer ça. Et Perelman leur aurait dit, il a tout refusé, et le million de dollars et la médaille Fields. Et il a eu cette réponse que je trouve génial de l'homme qui est allé au bout de son truc, au bout de son art. Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'1 million de dollars? Maintenant, je sais comment fonctionne l'univers. Voilà. Et depuis, il vit dans un quartier de la banlieue de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, je sais plus, un quartier un peu miteux. Il vit dans un 2 pièces avec sa maman et il est heureux comme ça, quoi. Voilà. Donc Perelman raconte, par exemple, que il s'amusait lorsqu'il a appris, par exemple, que Jésus marchait sur l'eau. Il s'amusait à calculer à quelle vitesse devait courir Jésus pour pouvoir effectivement marcher sur l'eau sans tomber. Voilà, ça c'est Perelman. Donc Perelman, sa phrase célèbre a été niée par la suite, donc on ne sait pas. Toujours est-il que voilà cet homme-là. À droite, c'est le scientifique, et à gauche, c'est une photo qui a été volée de lui un jour où il sortait ses poubelles. Et on imagine mal, quand on voit cet homme-là sortir ses poubelles dans un quartier qui craint d'une banlieue d'une grande ville russe, que cet homme-là est un des esprits les plus brillants au monde du moment. Le suivant, c'est John Forbes Nash. John Nash, c'est cet homme-là. John Nash, c'est un brillant scientifique qui est à l'origine de plusieurs choses, notamment ce qu'on appelle la théorie des jeux. Et ses découvertes et ses travaux sont à la base de toute l'économie contemporaine. C'est qu'aujourd'hui, tous les modèles économiques et toutes les stratégies économiques se basent sur les travaux de Nash. Donc Nash, c'est cet homme brillant, il a fait d'autres découvertes et d'autres travaux, et bien évidemment, Nash reçoit des prix prestigieux, des publications, on lui donne une chaire de recherche, on lui donne des cours, on lui donne tous les moyens dans les écoles les plus prestigieuses. Et malheureusement, on se rend compte un jour que John Nash perd la raison et est complètement schizophrène. Donc petit à petit, on lui retire son laboratoire de recherche, on lui retire les moyens, on lui retire ses cours, on lui retire petit à petit tout. Et à un moment donné, on se dit quand même, c'est John Nash, quoi. On peut pas le virer comme un malpropre. C'est Monsieur Nash. Et on lui confie, alors qu'il est complètement shooté par les médicaments, on lui confie un emploi d'appariteur, c'est-à-dire d'homme d'entretien. L'appariteur, c'est celui qui, après l'école, va nettoyer le tableau, ranger les chaises, donner un petit coup de balai, etc., entretenir les salles de cours et les couloirs. Et au moment où John Nash est appariteur et complètement shooté par les médicaments, il reçoit le prix Nobel d'économie. Donc il est allé le chercher, c'était un grand mystère, on ne savait pas s'il allait pouvoir y aller. Il est allé le chercher, il est allé chercher son prix. Voilà, ça fait l'objet d'un film connu sur sa vie. Le film s'arrête malheureusement un peu trop tôt, parce qu'il y a eu une suite à cette histoire qui a eu lieu après la sortie du film. John Nash a reçu une médaille prestigieuse mathématique, un prix mathématique. Il est allé le chercher avec sa femme, et en rentrant en taxi avec sa femme de cette remise de prix, malheureusement le taxi fait une sortie de route, tombe dans le ravin et tout le monde meurt. Voilà, il y a des gens qui sont marqués par des destins tout à fait extraordinaires, et lui c'est le cas. Enfin, Gauss, on connaît tous Gauss avec la courbe en cloche, les travaux qu'il a fait sur la loi normale, etc. Il y a une légende qui veut, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, là aussi il y a polémique. En tout cas,
Gauss avait vers l'âge de 10 ans, était étudiant et la classe était assez dissipée. Et le professeur en avait marre et finit par dire, écoutez, ça suffit maintenant, punition pour tout le monde, vous allez me faire le total des nombres entre 1 et 100. Gauss avait 10 ans. Et donc Gauss commence à écrire, j'ai pas mis les signes plus, mais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc., plus 50. Et arrivé à 50, il a la bonne idée d'écrire en dessous et en revenant en arrière. Plus 51, plus 52, plus 53, jusqu'à plus 100. Et là, il se dit, tiens, 100 plus 1, 101, 99 plus 2, 101, 98 plus 3, 101, ça fait toujours 101. Et combien de fois le total est de 101? 50 fois 101. Et donc 50 fois 101, il calcule, il fait la multiplication, il dit ça fait 5050. Et au bout de 10 minutes, il retourne voir son prof en disant, qui pensait avoir la paix pendant 1 heure ou 2, en disant, monsieur, j'ai trouvé, le résultat c'est 5050. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, c'était des anecdotes sur des gens que j'aime bien, et puis bien évidemment, le support est disponible sur simple demande à confia@orange.fr.